Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mickaël Canu, fondateur et CEO de Ternoa, une entreprise qui veut libérer le plein potentiel du Web3. Vous connaissez sans doute ce projet français. Bonjour Mickaël, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et nous dire comment le monde de la crypto s'est implanté petit à petit dans ton quotidien ? Oui, avec grand plaisir. Donc, je vais commencer directement par mon parcours professionnel, car je suis autodidacte, donc il n'y a pas énorme intérêt à revenir sur les parcours, on va dire, sur l'éducation. Donc, je suis parti très tôt, très jeune au Japon, donc à l'âge de 22 ans, où j'ai eu la chance, au bout de quelques années, au bout de 2 ou 3 ans, de travailler pour une entreprise qui cherchait des développeurs web. Donc j'avais comme passion le développement informatique et je me suis retrouvé donc propulsé en tant que, on peut pas dire CTO parce qu'il c'était pas du tout à l'époque, j'avais pas les capacités à être responsable technique, mais disons que j'avais en charge la création d'un site internet pour une entreprise qui importait du luxe au Japon et qui revendait dans le monde entier. Donc ils avaient une petite boutique dans le centre de Tokyo et donc ils m'ont donné là, 1 an en fait pour réaliser ce site et essayer de d'aller trouver des clients sur le web. C'était ouais, 2004, je pense, par là, 2003, entre 2003 et 2005. Et donc j'ai réussi à créer ce site, à faire grossir la structure et en quelques années, on est passé de 10 personnes à 100 personnes sur cette structure. Et ça a été vraiment, on va dire, mon début professionnel très jeune et la seule fois dans ma vie où j'ai eu cette expérience d'avoir en fait de pas être chef de mon entreprise et d'être salarié et d'avoir des supérieurs qui décidaient pour moi un petit peu ce qui devait être fait, ce qui était bien pour la structure. Donc la crise arrivée en 2007. J'ai dû donc quitter cette structure. Donc en France, on n'avait pas ressenti, je pense, à cette époque encore cette crise qui arrivait, mais au Japon, vu qu'on avait beaucoup dépendant du marché américain, on a eu cette crise de plein, on a vécu cette crise de plein fouet, donc j'ai démissionné et j'ai créé ma première entreprise qui était une agence web à Tokyo, 2007, qui s'est plus ou moins bien passé, mais ayant que des clients français, j'ai décidé en 2010 de retourner en France et je suis installé à Biarritz, au Pays Basque, revenu avec une épouse je suis originaire du Havre et qui n'a pas forcément super bien aimé on va dire le Havre en étant japonais. Euh, Découvrir le Havre, ça peut parfois être, comment dire, assez dur. Je sais pas si tu connais le Havre, mais voilà, c'est pas forcément les paysages les plus jolis de France. Donc on s'est retrouvé à Alors, Biarritz. Ouais. j'en profite parce que non seulement je suis normand, donc je suis pas si loin du Havre originairement, je suis de Rouen moi, et donc je connais un peu juste le Havre. Et effectivement, c'est un peu particulier, même si je crois que la ville récemment s'est un peu améliorée maintenant. Et je suis maintenant dans le sud-ouest, donc je suis aussi, je connais un peu Biarritz, donc c'est assez marrant. On a deux villes qui matchent pas mal entre toi et moi. Ah ouais, écoute, bah, c'est marrant, ouais. Donc c'est vrai que voilà, de passer à une grande ville japonaise comme Tokyo voilà, à une ville en Normandie, ça pouvait être compliqué. Et donc on est arrivé à Biarritz, donc j'ai continué ma petite aventure. Comme j'ai un profil autodidacte et assez, comment dire, solitaire. Ce que je faisais en France, c'est que je me présentais aux agences web ou aux entreprises qui allaient développer les produits pour les startups, et j'étais un petit peu l'homme de l'ombre. Donc je développais les choses qui étaient un peu tech, un peu difficiles pour eux à gérer, parce que généralement les agences web en France, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui vendaient de l'accompagnement, des petits sites, mais dès qu'on avait des choses un petit peu plus tech à faire, généralement ils outsourçaient. Et moi j'étais cette petite main, si tu veux, dans l'ombre qui travaillait sur ces chantiers. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai réussi on m'a demandé de m'associer pour créer une startup. Donc j'ai fait beaucoup quand je suis arrivé en France d'IT for Equity. Donc en gros, je prenais des parts des sociétés. En contrepartie, je faisais du développement informatique. Et pendant, on va dire, une dizaine d'années en France, j'ai majoritairement travaillé voilà, sur ce type de modèle qui me convenait parfaitement.
La blockchain maintenant, à quel moment elle est arrivée dans ma vie? Alors, on va dire que techniquement, elle est arrivée en 2016-2017, où j'avais une startup qui s'occupait de gérer c'est un outil pour les syndics de copropriété, donc qui permettait aux copropriétaires de voter pour les assemblées générales, de faire des visioconférences, vraiment c'est un outil qui permettait d'encadrer l'ensemble des besoins pour des syndics de copropriété. Et donc, j'ai eu une demande qui était de garantir que le PV d'AG n'allait jamais être modifié. Et donc, j'ai découvert la blockchain, les smart contracts, voilà, à peu près à cette époque-là. D'accord, OK. Et quel a été le déclic pour lancer Ternoa à un moment donné, dans ta tête, tu lancé ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, Terre-Noire, c'est un peu plus long que ça, en fait, si tu veux. À l'origine, Terre-Noire, je t'explique un petit peu le début et ce que c'est devenu. Donc, Terre-Noire, l'idée vient, l'histoire commence en 2012, suite à la naissance de ma fille. J'ai eu, voilà, la perte d'un membre de ma famille, à peu près au même moment que la naissance de ma fille. Et j'ai eu comment dire, ce besoin ou cette prise de conscience que bah, un jour j'allais moi aussi disparaître et peut-être que je n'aurais rien pu transmettre à ma fille, que ce soit ce que je pensais, comment je l'aimais, ce que j'aimais dans la vie, mon parcours. Ça peut paraître égocentrique, mais j'ai eu cette réflexion, ce besoin de transmettre. Voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc, un besoin de transmission. Et donc, en 2012, j'ai commencé à travailler sur des prototypes qui étaient faits soit avec du protocole Torrent, soit avec des add-ons, tu sais, pour navigateurs comme Google Chrome, etc. Donc, j'ai commencé à imaginer une décentralisation via du peer-to-peer pour pouvoir protéger mes fichiers. Donc, je voulais les transmettre, le décentraliser pour être sûr qu'ils soient toujours accessibles, même après mon départ, parce que je ne détiendrai pas ces fichiers-là. Et bref, j'ai commencé à évoluer comme ça. Et quand j'ai découvert la blockchain, j'ai trouvé, si tu veux, la solution technique parfaite pour mon projet. Donc, j'ai essayé de le faire dans un premier temps sur la blockchain Ethereum. Donc, je me rappelle l'avoir présenté à notre ON national à Asher en fin 2010, début 2019 au CES. J'ai rencontré donc sur place, et donc je lui avais présenté le projet qui était fait sur Ethereum. On avait fait une application, mais finalement la blockchain n'était pas, voilà, la technologie choisie n'était pas la bonne. Et donc on a perdu un an, on va dire 2 ans avec cette technologie-là. Et ensuite on a décidé de créer notre propre blockchain, à l'origine uniquement pour cette idée de capsule temporelle, en 2020. D'accord. Et juste pour rentrer un tout petit peu dans le détail, mais sans aller trop loin, vous avez utilisé, si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes tout de suite si c'est une erreur, mais vous avez utilisé Substrate, donc un environnement qui est un peu lié à Polkadot. Et tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi ça? Effectivement, Ethereum, c'était compliqué. Vous êtes rabattu sur Substrate. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a vraiment une raison particulière ou il fallait juste faire un choix? Quelle a été la logique en fait derrière ce choix? On avait plusieurs solutions, donc soit en effet utiliser Ethereum, soit créer un layer 2 d'Ethereum, ou soit créer notre propre layer 1. On a fait ce choix de créer notre propre solution pour ne pas avoir de dépendance avec d'autres layers. Et après, pourquoi Substrate? Et en fait, pourquoi ne pas partir from scratch? Très simplement parce que partir from scratch, c'est quelque chose qui est pas forcément utile à notre époque, justement, dû au fait que Substrate et d'autres solutions comme Cosmos donnent, on va dire, des outils aux développeurs pour créer des blockchains et pour que ça soit beaucoup plus rapide. Donc, en fait, c'est une base qui est totalement modulable, qui nous permet de pas avoir tout à réinventer. Donc, on a une structure qui est utilisable et ça permet d'aller beaucoup plus dans les développements. Et surtout, 2 points majeurs et super intéressants avec Substrate, c'est que le code est public et continuellement audité. Donc, on sait que notre base de travail, bah, elle a déjà subi beaucoup d'audits, de tests, et on est plus ou moins sûr. Et ça nous garantit, on va dire, un certain niveau de qualité de sécurité. Et le deuxième avantage, c'est la parachain, c'est de pouvoir s'interconnecter avec toutes les blockchains de façon quasi native et sans avoir besoin de développer d'autres sources, d'autres codes, quoi. Ouais, absolument, et ça nécessite, bah, de développer tout seul, ça nécessite une équipe, ça nécessite des compétences techniques. Alors, à quoi bon s'il y a déjà des solutions existantes qui matchent très bien vos besoins? Donc tu as mentionné Cosmos et Polkadot, effectivement, c'est très intéressant de voir justement les choix que vous avez faits. Maintenant, vous avez bon, Ternoa, c'est forcément des use cases
assez spécifique, j'imagine. Vous avez développé ce qu'on appelle un NFT innovant, enfin, c'est comme ça que vous le mentionnez en partie sur votre site, que vous appelez aussi capsule. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et sur la proposition de valeur de Terre-Noire au sens large? Alors, l'idée de base de Capsule, si tu veux, c'était vraiment le début de la blockchain et la première idée. Et comme j'ai ce background de développeur, euh, j'ai toujours pensé, quand j'ai commencé à imaginer la blockchain et son architecture, à la faire comme un back-office et uniquement comme un back-office. En gros, aujourd'hui, quand tu fais une application mobile, quand tu fais n'importe quel site, parce que beaucoup de sites maintenant utilisent du JavaScript, tu as généralement deux compétences qui sont fragmentées. Tu as une compétence front et une compétence back, si tu veux. Et j'ai voulu un petit peu reproduire ça on va dire par défaut professionnel, parce que j'ai toujours eu besoin de faire ça. Et donc, quand on a créé Ternois, on a fait en sorte de créer un SDK. Donc, un SDK, ça va être un outil qui va te permettre d'interagir avec notre blockchain, mais dans un langage très simple et le plus connu au monde qui est le JavaScript. Donc tu as aujourd'hui, voilà, quand tu commences à apprendre à développer, généralement tu commences par JavaScript, c'est un langage facile. Et donc je me suis dit, voilà, comment on va avoir des développeurs front qui ne vont pas forcément comprendre comment coder un smart contract, etc. On va leur simplifier la tâche en leur mettant à disposition un SDK. Et ce SDK nous a, comment dire, un petit peu fait pivoter parce qu'on a eu énormément de demandes d'autres projets qui voulaient utiliser la blockchain, qui ont découvert ce SDK et qui nous ont contactés en disant, voilà, votre système de capsule, c'est bien, mais on en a pas besoin. On a plus besoin d'utiliser les NFT de façon plus généraliste pour pouvoir l'implémenter dans notre structure. Est-ce qu'on peut utiliser votre SDK? Donc, si tu veux, à l'origine, on avait cette fonctionnalité unique qui était la Time Capsule. Et aujourd'hui, on est devenu une blockchain très simple à utiliser par n'importe quelle entreprise, n'importe quelle structure, n'importe quel développeur, et qui permet d'englober toutes les fonctionnalités que tu peux avoir au sein des NFT. Donc, tu peux créer des NFT, des collections. On a fait pas mal de features pour les jeux. Donc, tu peux le prêter, le louer, le déléguer. Enfin, tout ce que tu vas avoir besoin aujourd'hui autour du NFT, on le propose sur Tarnois de façon native. Donc, encore une fois, ce qui veut dire que sans avoir besoin de créer des smart contracts, sans avoir besoin d'avoir des compétences poussées en développement, tu vas pouvoir imaginer n'importe quelle comment on va dire, euh, application ou programme qui utilise le NFT. D'accord, donc d'une idée initiale qui était assez spécifique sur les capsules avec bah, tout ce que tu as dit, la logique qui t'a amené jusqu'à là sur ce marché avec l'idée de transmettre à la descendance des documents et d'utiliser tous ces systèmes-là, vous êtes parti sur ensuite quelque chose d'un peu plus large avec la possibilité de créer facilement des NFT, des collections et de proposer donc des services beaucoup plus larges. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que comment ça a pris, ça? Vous avez un certain nombre d'applications qui tournent déjà, hein, actuellement sur votre infrastructure, si je dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé? Il y en a une dizaine, je crois, c'est ça? Ou il y en a peut-être plus dont j'ai pas la Alors, connaissance, mais donc, il y en a plus. Après, je vais juste revenir comment dire, sur la partie capsule, parce que la partie capsule, c'est aujourd'hui malgré tout, donc c'est utilisé par deux applications aujourd'hui qui tournent sur Terre Noire. Donc une qui s'appelle Time Guardian, une autre application qui est portée par les notaires, qui va être présentée d'ici, on va dire 15 jours, à l'ensemble des notaires pour savoir comment, voilà, on le scale à plus grande échelle ou pas. Donc ces deux applications utilisent la Time Capsule. Et c'est une innovation, on est les seuls à le proposer aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir, dans un NFT, cacher, protéger du contenu, ok, et décider euh, par on va dire directement sur la blockchain, de décider d'un déclencheur qui va automatiquement transférer ce NFT à son destinataire. Donc pourquoi on est les seuls à proposer ça, ou du moins de la façon qu'on l'a fait? Aujourd'hui, tout ce qu'on a proposé, tous les codes qu'on a fait sont tous open source. Ils ont tous été audités. Et donc n'importe qui a la capacité aujourd'hui de créer sa propre capsule et l'intégrer à son application. d'accord. Et le fameux élément déclencheur, la personne qui peut lancer l'exécution du smart contract, enfin le traitement qui est prévu dans le smart contract, ça, ce serait par exemple l'action d'un notaire ou qui, en fonction de certaines données, qui peut justement transmettre à ce moment-là à la descendance certaines choses ou le smart contract. C'est ça, c'est le déclencheur, ce serait une figure comme un notaire. En fait, tu as plusieurs possibilités de le déclencher. Alors, encore une fois, la personne qui le déclenche n'a aucune capacité à regarder le contenu.
Donc, tu as un émetteur, un récepteur. Euh, la personne qui va envoyer peut regarder le contenu du moment qu'elle a son NFT dans son wallet. Dès que l'NFT sera transféré, il n'y a que la personne qui va le recevoir qui va avoir la capacité à lire le contenu. Le déclencheur, ça peut être en effet un notaire, ça peut être une date, ça peut être un événement extérieur, ça peut être euh, un multisig où plusieurs personnes doivent demander la récupération pour que ce soit envoyé. Bref, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. D'accord. Et pour les notaires, ce qui leur plaît le plus, j'imagine que tu as beaucoup discuté avec ces personnes-là, ils sont plutôt séduits par l'idée, ils sont plutôt un peu dubitatifs, il faut faire un peu de pédagogie, d'acculturation, je ne sais pas comment tu as ressenti le milieu des notaires, enfin ces personnes-là qui connaissent pas forcément la technologie, par rapport à ce que toi, tu peux leur amener avec Ternoa, avec les capsules. Comment ils ont perçu ça? Bah, ils l'ont très vite adopté parce qu'on a travaillé avec eux quasiment 2 ans et jusqu'à terminer une application qu'on présente là, d'ici une quinzaine de jours. Une application on va dire, qui est pensée pour leurs besoins, mais non, ils ont trouvé l'application plutôt intéressante et devaient se l'approprier de toute façon. On a aussi un autre corps de métier qui l'utilise. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment le principe de capsule, on doit avoir 10 000 capsules utilisées aujourd'hui. À vérifier, mais je pense que c'est à peu près 10 000. Et on a aussi les militaires qui sont appropriés de la solution et qui commencent aussi à la tester. Ils partent en mission, ils se créent une capsule et puis là, ils avancent avec. Donc on a ces deux professions qui se sont appropriées la capsule aujourd'hui. D'accord, OK, les militaires, c'est intéressant. Et moi, par exemple, bon là, j'ai des enfants aussi, j'envisage leur futur. Je me dis que j'aimerais bien leur transmettre certaines choses, que ce soit du patrimoine, que ce soit donc des tokens, ce genre de choses. L'exemple type d'un père de famille qui veut transmettre, je sais pas, des cryptos ou un héritage, via des tokens, comment ça se mettrait en place de façon simple, en allant sur Ternoa? C'est-à-dire que je peux déjà un peu définir un smart contract dans lequel je délègue, des tokens d'un wallet ou comment voilà, de façon simple, comment est-ce que je mettrais ça en place moi, en tant que père de famille pour mes enfants? Alors, Ternois, c'est la blockchain, donc je te déconseillerais d'aller directement le faire sur la blockchain parce que ça va être assez technique. Par contre, tu as une application qui s'appelle Time Guardian, qui elle te permet de le faire dès aujourd'hui. Donc tu as une appli, donc il faut que tu passes une demande parce qu'aujourd'hui on offre toutes les capsules. On les vend pas parce on essaie d'atteindre, tu vas te faire de l'acquisition plutôt que de faire de la vente. Mais je pourrais t'en envoyer en tout cas en off aussi avec grand plaisir. Et donc tu as ta capsule et tu mets ce que tu veux dedans. Après, au niveau de la sécurité, en essayant de vraiment vulgariser ce qui se passe derrière, pourquoi on garantit la décentralisation et le fait on puisse pas y toucher, c'est que à chaque fois que tu vas créer un NFT, donc tu vas créer une capsule, on va créer une clé qui va permettre de déchiffrer le contenu de la capsule. Et t'hésites pas à me dire si ça devient trop technique. J'ai tendance à être un petit peu trop tech. Donc tu crées une clé qui permet, on va dire, de protéger le contenu que tu vas rajouter dedans. Et cette clé-là, on la découpe on va dire, en 10 parties et on les envoie sur les serveurs, sur les serveurs qui composent le réseau Terre-Noire. Quand tu vas envoyer la capsule, la personne qui va détenir ce NFT va pouvoir s'authentifier comme propriétaire du NFT et récupérer les petits bouts de clés qui sont éparpillés un petit peu partout sur le réseau afin de recomposer la clé qui va permettre de déchiffrer le contenu. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, open source. Et donc n'importe qui peut start un nœud, n'importe qui peut devenir gardien des clés. On fait de la proof of stake, donc il doit comment dire, nominer, euh, il doit envoyer des tokens sur son serveur pour pouvoir voilà, prouver qu'il est de bonne foi et qu'il va pas faire des bêtises avec son serveur. Et donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. Non, mais d'accord, c'est très clair, tu as très bien vulgarisé, merci. Et je me dis, la personne qui va recevoir donc, imaginons mon fils, je ne peux pas le nommer avec, son prénom et son nom, ça suffit pas. J'imagine qu'on s'adresse plus à un wallet qui peut déverrouiller ensuite, enfin, on est sur le monde du numérique, donc, c'est comme ça que ça se passe. Comment j'identifie la personne qui est censée recevoir cette capsule? C'est via un wallet? Alors aujourd'hui, après ça va être très off-chain. C'est-à-dire que oui, de toute façon, in fine, c'est un wallet, mais tu as la possibilité de lui donner un QR code ou de lui donner ce que tu veux, qui devra scanner pour lui créer son wallet. Donc tu as plusieurs possibilités. Même s'il est trop jeune pour avoir un wallet, tu as des options qui permettent de lui laisser un document qui lui permettra, quand il le souhaitera, d'ouvrir son wallet et de regarder ce qu'il y a dedans. D'accord. Eh ben, écoute, c'est très clair et je vais me renseigner un peu là-dessus. Merci pour ces précisions. Vous avez un token, Tanoa qui s'appelle le CAPS,
Il a 3 fonctions principales. Je vais te laisser les lister, hein, mais globalement, il y a 3 fonctions principales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, pour ceux qui, voilà, qui veulent découvrir un peu le jeton, CAPS? Alors, non, non, je peux pas te les citer parce que je vois pas de. Ouais, c'est notre outil de gaz, donc c'est l'outil de la blockchain. Donc à chaque fois qu'une transaction est effectuée sur la blockchain, ce token est utilisé. Quand c'est, on n'a pas discuté des applications, mais il y a plutôt une cinquantaine d'applications qui utilisent la blockchain, donc pas mal de jeux. Un autre jeu qui sort cette semaine. Et donc à chaque fois que quelqu'un utilise la blockchain, il doit payer du gaz et ce token est utilisé pour ça. Après, je sais pas des autres. Ce sont Non, les deux c'est sources. parce que sur le site, il y a effectivement, il y a la gouvernance, il y a la sécurité pour, voilà, le Ah, fait la et gouvernance, le ouais. Ok. stacking, en fait. Il y a un peu ces 3, D'accord. 3 fonctions-là qui remontent. Maintenant, effectivement, c'est voilà, c'est le token, interne à la blockchain qui permet de naviguer entre toutes les applications et d'utiliser toutes les applications. Donc, il y en a une cinquantaine d'applications, tu dis? Ouais, C'est une bien, hein, cinquantaine de identifiés. Identifiés. Après, il y en a d'autres qui utilisent des collections de NFT, des gens qui ont des propres initiatives, voilà, qui l'utilisent aussi. On a vraiment, nous en tout cas, on a phasé, si tu veux, le projet. On a mis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à créer la blockchain, donc parce que c'est 70 personnes à plein temps qui ont travaillé sur ce projet-là pour pouvoir en faire quelque chose et sortir une blockchain justement auditée, open source et fonctionnelle. Et on est arrivé début septembre, on a annoncé une nouvelle phase qu'on a appelée phase Odyssée, où on va faire un maximum d'acquisition de projets parce que avoir la blockchain la plus performante au monde, si la personne qui vient dessus, c'est totalement inutile. Je vais faire l'analogie avec les sites internet. Tu vois, si tu travailles pas ton SEO et que tu as un site internet, bah, c'est bien que tu proposes les meilleurs produits au monde, les plus quali, les moins chers. Si personne ne voit ton site, tu vas pas vendre. Et donc, nous, on est plus sur cette stratégie de faire énormément d'acquisitions. Donc, on se déplace un petit peu à travers le monde. Donc, le Japon a été cette année un pays sur lequel on a fait beaucoup, beaucoup d'entrées de projets. Et donc voilà, on continue, on espère d'arriver rapidement au 100 projets et on espère très rapidement que ça devienne voilà, naturellement, spontanément, que les projets viennent sur Terra lorsqu'ils doivent décider de choisir une blockchain. La concurrence est dure, il y a beaucoup de blockchains et on se démarque par notre facilité d'utilisation et on se démarque aussi par le fait qu'on est devenu assez fort au niveau marketing en Europe et aux Émirats. D'accord. Ouais, c'est très important ça parce que en plus, c'est un effet un peu boule de neige où une fois que la dynamique s'enclenche et que des projets arrivent et qu'il y a de plus en plus de builders, d'utilisateurs qui arrivent, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme pour les consoles. Tu as utilisé l'analogie des sites internet. Moi, j'utilise aussi un peu l'analogie des consoles de jeux où, les utilisateurs vont choisir la console, pas forcément en fonction des performances, pures de la console, mais par rapport aux jeux qui sont disponibles dessus. Et donc, là, c'est tout est là. Alors, L'important, c'est aussi d'avoir des dApps qui fonctionnent, qui sont cool pour amener du monde, quoi. c'est très marrant parce que c'est une analogie que je fais souvent aussi avec Nintendo. Parce que les premiers jeux de Nintendo ont été faits par Nintendo. Tu vois, les premiers jeux, que ce soit, ont été faits en interne, majoritairement, que ce soit Zelda, que ce soit Donkey Kong, que ce soit Mario Kart, tous ces jeux-là, ils ont été faits euh, avec, on va dire, de façon très proche avec les équipes de Nintendo. Et c'est grâce à ça que, en effet, les gens ont découvert ce potentiel de Nintendo qui était moins puissant peut-être que les autres, mais qui proposait des outils très faciles pour les développeurs. Et aujourd'hui, Nintendo, mais je crois que c'est la Switch, elle a 6 ans aujourd'hui, et ben ça reste une console qui est l'une des plus achetées. Il y a Zelda qui est sorti il y a pas longtemps, la nouvelle version, c'était encore l'un des jeux les plus vendus au monde ces 10 dernières années. Donc tu vois, on est un petit peu sur cette stratégie-là aussi d'aider les projets qui veulent être onboardés, de proposer nous aussi des projets qui permettent de choquer la technologie Terra et de proposer des outils simples aux développeurs pour les faire venir. D'accord, OK. Eh beh, écoute, ouais, c'est très important tout ça. Quels sont les prochains grands jalons, côté Terre Noire? Donc tu l'as mentionné, il y a les notaires avec la présentation et peut-être une validation de ce que vous avez, fait et travaillé de longues heures avec les notaires pour, valider ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres jalons à venir importants? Donc il y a de l'acquisition en cours, j'ai bien noté, mais voilà, est-ce qu'il y a des jalons importants à communiquer à l'audience dans les prochains mois? Alors dans les prochains mois et d'ici, je l'espère avant fin décembre, on devrait ouvrir les smart contracts complètement, de façon complète. Alors si tu veux aujourd'hui sur Terre Noire, on a cette simplicité de pouvoir utiliser l'NFT sans smart contract. Comme je te disais, avec 2 lignes de code, tu peux faire tout un process de délégation de NFT, de vente, d'auction, de ce que tu veux, c'est hyper simple. Mais on voit aujourd'hui qu'on a eu des demandes
de projets qui voulaient faire autre chose que du NFT et qui voulaient quand même venir sur Terre parce ils trustent la solution. Donc, on va permettre à n'importe qui de faire du stacking, de créer leur token plus facilement, de faire autre chose que du NFT sur Terre et ça devrait être prêt d'ici avant décembre. Donc, c'est l'un des gros jalons sur lesquels on travaille. Et ensuite, chantier un petit peu plus gros, c'est Keeper. Donc, Keeper, c'est un protocole qui va permettre à n'importe quelle application de n'importe quelle blockchain qui existe d'utiliser le secret de Terre Noire. Donc, le secret de Terre Noire, si tu veux, c'est la capsule, la technologie de la capsule. Donc, tu vas pouvoir, sur Arbitrum, envoyer un message chiffré à quelqu'un qui a un wallet sur Polygon sans que personne puisse tracer la transaction. Donc, on travaille sur un protocole de privacy, comme c'est un petit peu le cœur de ce qu'on sait faire. On travaille sur un gros protocole de privacy qui va demander, voilà, peut-être plus que 3 mois pour le coup à réaliser. D'accord, donc ça bouge quand même pas mal et il y a pas mal de projets en parallèle qui se développent. C'est assez dingue. J'ai hâte de voir ça. Mais vous êtes combien au sein de Terre-Neuve? Vous êtes nombreux parce que ça demande énormément de boulot et des compétences particulières pour bosser sur ces projets-là. Alors, en comptant tout, c'est-à-dire les gens aussi qui travaillent sur les DApp, etc., autour de nous, on doit être une centaine. Après, encore, sur la partie, on va dire blockchain, on est plutôt maintenant une vingtaine. Et oui, ok. Ok, ça commence à être une équipe assez conséquente. D'accord. Pas Eh de ben, bureau, écoute, tout le monde est délocalisé dans vous des êtes en pays remote. différents. Ok, On est tous décentralisés. d'accord. Bah, c'est ça aussi, enfin, c'est là qu'on voit les équipes qui efficacement, et puis c'est décentralisé jusqu'au cœur de l'équipe projet, c'est ça qui est assez marrant. En tout cas, on est souvent assez efficace. Et ça va, les fuseaux horaires, c'est pas trop dur à gérer? Ouais, on s'habitue. Alors après, j'ai souvent fait ça, hein. J'ai souvent travaillé voilà, avec plusieurs fuseaux horaires. Donc on s'habitue, mais ouais, ça fait des longues journées. Ouais. Ouais, c'est une gymnastique au début. Écoute, moi j'ai balayé un peu toutes les questions que j'avais. Je te donne en carte blanche là pendant 2-3 minutes si tu veux mentionner quelque chose, si tu veux faire passer un message à l'audience. Voilà, t'as une carte blanche là pendant 2-3 minutes. C'est libre à toi d'invoquer ce que tu veux. Ah ok, bah écoute, première fois que je fais cet exercice. Donc non, non, pas de... Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu euh, ce qu'on avait à raconter sur la blockchain Ternoa. Je vous invite à aller sur le site. Donc, on a un site qui explique un petit peu tout. On a des outils qui vous permettent aussi de tester, même sans être développeur, de regarder un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut y faire. Et si vous souhaitez aussi un petit peu suivre l'actualité, on a un compte Twitter. Je pense qu'on est l'un des comptes Twitter les plus actifs et avec la communauté la plus bienveillante sur la partie blockchain, en tout cas au moins en France. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions directement sur Twitter. Ouais, bah écoute, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Donc, je mettrai tout ce qu'il faut pour aller rejoindre le site, les différents réseaux. Et moi, je tiens à te souligner que la communauté Ternoa est assez active parce que c'est fou. Moi, sur Twitter, quand je mets en avant les bouquins que j'ai pu écrire, parce que je fais des bouquins sur différents écosystèmes, et à chaque fois je fais voter, il y en a beaucoup qui votent toujours pour Ternoa. Il y a une grosse communauté française très, très impliquée et ça fait plaisir à voir. Et c'est aussi eux qui m'ont mis la puce à l'oreille de me dire ah bah tiens on va faire cet épisode. Donc c'est très chouette et je pense que la communauté est très bienveillante et en plus très active. Donc bravo. Et ça nous donne de la force. Bah oui, ça donne de la force et c'est toujours sympa de bosser avec une communauté qui est là et qui soutient le projet. Donc bravo déjà pour tout ce que vous avez fait. Bon courage pour tout ce qui est à venir avec des grands jalons. Et puis merci Mickaël d'avoir été avec moi et d'avoir pris ce temps pour partager le projet de Ternoa avec ma communauté. Et voilà, au plaisir de te revoir dans un prochain épisode. Merci Mickaël. Merci. Salut à tous. Au revoir.